On essaye un petit peu de contextualiser, de se rappeler d'où est-ce que vous venez. Vous êtes dans Gironde, c'est ça? Ouais, Le Prince Noir. c'est ça. Une étoile Michelin, monsieur. Mes respects. Merci. Et aussi maintenant un bistrot au cœur de Bordeaux, c'est ça? Oui, on a ouvert un bistrot d'Aba. Enfin, on est ouvert depuis 1 an en vrai, Ouais. et on va dire officiellement avec les Covid et tout depuis 2 ans et demi. Et on est hyper content du retour qu'on a, et on a fait un restaurant familial. On a voulu faire un vrai restaurant traditionnel. Alors que le Prince Noir, c'est un petit peu différent quand même. C'est plus la jolie table, entre guillemets, étoilée en plus, et Ouais. qui propose tous les soirs le meilleur du terroir du coin. Alors on est très à cheval là-dessus. C'est vrai que je sais pas si l'étoile c'est super, hein, c'est trop cool. Mais nous, on a ouvert ce restaurant-là parce qu'en fait, moi j'avais un restaurant à Hendaye avant où j'étais tout seul en cuisine dans un bar à vin. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, j'arrivais plus à le faire tout seul. Donc je suis revenu dans l'histoire dans un type de restaurant avec des brigades et tout ça, où on est 4 ou 5 en cuisine maintenant. Et on a un restaurant très décontracté, mais où on est très sérieux, où on fait une belle cuisine dedans. Bon alors, chef, c'est pas à vous que je vais apprendre que la cuisine, c'est avant tout affaire de vocation. Et il me semble, en tout cas j'ai entendu dire que vous, la vocation, elle a dû démarrer avec une histoire de génoise, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. Moi, j'ai voulu être cuisinier à 8 ans. 8 ans. Ouais. À 8 ans, J'ai on se dit fait ok. Mais alors, moi, je ne suis pas issu du milieu de la restauration. Mes parents ne sont pas du tout restaurateurs. Et ma mère est pas une super cuisinière. Elle cuisine, moi, je suis de la génération, tu sais, micro-ondes, plat emporté, buitoni. Des choses délicieuses. Voilà, et tout le bordel. Mais on a toujours quelques recettes un peu fétiches chacun. Et moi, j'ai fait une génoise avec ma mère. Et au-delà, tu vois, du côté gustatif, l'odeur du four et tout ça, j'ai trouvé ça un peu magique. Et à 8 ans, je me suis dit, mais ce truc-là, cuisiner, c'est magique. Et non seulement le fait de le faire, mais en plus le faire de donner aux gens et que les gens soient contents de leur donner à manger. Et je te cache pas qu'au début, j'ai fait beaucoup de tests gamins. Et mes parents étaient très sympas avec moi parce qu'ils m'ont toujours dit que c'était bon. L'amour familial, vous savez, ça pardonne beaucoup de choses, bien souvent, n'est-ce pas? Mais je me suis dit, je veux faire ça. Je veux faire ça. Et mon père, ma mère se sont dit, il veut faire ça comme tu veux être médecin, vétérinaire, pompier ou quoi. Mais moi, j'ai toujours voulu faire ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ma passion et c'est un grand bonheur. Bon, depuis vos 8 ans, vous avez fait un petit bout de chemin. Bocuse, Ducasse, Ouais. Chapelle. Chapelle, j'aurais tellement aimé. Même pas. Mais Chapelle, c'est assez particulier l'histoire que j'ai avec Chapelle. Parce que quand j'ai repris mon restaurant à Hendaye, le propriétaire, mon associé de la maison Aiguias-Sabal à Hendaye, était l'ancien sommelier d'Alain Chapelle. Du temps d'Alain Chapelle, et Pierre est parti d'Alain Chapelle 2 ans après que M. Chapelle soit mort. Et moi, quand je suis arrivé à Hendaye, le vin, pour moi, c'était juste de l'alcool, quoi. Je n'y comprenais rien, j'avais pas envie de comprendre. J'étais un cuisinier pur souche, c'était un détail. Et en fait, j'ai appris avec lui à comprendre le vin. Et du coup, forcément, c'est passé par des histoires qu'il a eues à Lyonnais, des histoires qu'il a eues avec M. Chapelle. Du coup, moi, je me suis... Enfin, j'ai un peu geeké, j'ai épluché tout ce que j'ai pu sur Alain Chapelle. Et je trouve que ce mec-là est peut-être l'un des plus grands cuisiniers qu'on ait connu. Parce que c'est quelqu'un qui vivait sa passion et qui vivait à 100% la cuisine. Et jamais j'oserais dire que je suis pareil, mais en tout cas j'ai envie de dire que j'ai envie de prendre ce chemin-là parce que pour moi, cuisiner c'est... Tu vois, nous aujourd'hui on fait du street, on fait de l'étoile Michelin, on fait du traditionnel. Pour moi la cuisine c'est un tout, quoi. C'est vraiment, faut le vivre, quoi. Bah, moi, je vais un peu oser quand même de faire la comparaison entre vous et Chapelle, ne serait-ce parce que vous respectez les préceptes finalement d'Alain Chapelle. Vous êtes là à magnifier le produit, à vous dire finalement que le bon produit suffit dans bien souvent des cas. Alors c'est l'essentiel, et pour lui c'était essentiel. Et au-delà de ça, je pense que pour moi sa plus belle phrase, et elle est très connue, hein, c'est la cuisine c'est bien plus que des recettes. Et en fait, c'est l'essence même de ce que nous on veut faire dans n'importe quel type de restauration qu'on fait. C'est-à-dire que nous on n'a pas trop de recettes, on a beaucoup de ressentis, on a bien sûr qu'on bataille sur des degrés de température de cuisson pour des jus ou des fonds, sur des décompositions de trucs très classiques pour arriver à ce que nous on a envie de faire. Mais au final, c'est que du ressenti, que de l'artisanat, que de la répétition du geste.
Et pour moi, faire une recette, répéter une recette de façon tout à fait mathématique et mécanique, il n'y a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est de rajouter son savoir-faire personnel, son histoire, son envie. Et pour moi, c'est ça la cuisine. Pour moi, la cuisine, c'est juste se dire, moi, je m'en fous de manger un bar maître d'hôtel avec une entrecôte, quoi. Mais demain, quelqu'un qui fait une entrecôte, quelqu'un qui fait une entrecôte à sa façon, que le bar de maître d'hôtel, il rajoute plutôt du poivre de Szechuan que du poivre de Penja ou le machin. Et moi, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de me dire, tiens, c'est façon maître d'hôtel, mais putain, il a mis son truc, quoi. Mais est-ce que c'est pas comme ça qu'on devrait un peu rassurer aussi la jeunesse pour leur dire que finalement tout n'est pas codifié, non il ne faut pas forcément faire une école, non il ne faut pas non plus forcément passer par des formations relativement strictes, si je peux me permettre, parce qu'en fait le ressenti en cuisine c'est le premier ingrédient, c'est la base de tout. C'est le premier ingrédient et c'est la base de tout, c'est ça qui fait le cuisinier, mais il y a un mais. Il faut des bases. Il faut des bases, il faut des codes, tu évidemment. Sais, alors, il y a des problèmes dans la restauration en ce moment, mais j'ai envie de dire il y a des problèmes dans l'artisanat en ce moment. Moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que, si tu veux, je compare ça souvent à la musique. C'est tu te dis, tiens, moi j'ai entendu mon grand-père dire à mon père, putain, le rock'n'roll c'est pas de la musique. Moi j'ai entendu mon père me dire à moi, putain, le hip-hop c'est pas de la musique. Et au final, la cuisine c'est pareil. Tu as toujours l'impression que les générations c'était mieux avant, c'est toujours mieux avant. En fait, c'est pas vrai, c'est juste s'adapter, quoi. Mais la vérité, c'est que si tu veux arriver demain à transformer, si tu veux arriver demain à changer, il te faut un socle. Il te faut une base. Et qui classique ou pas, c'est pas la question, mais il te faut une base. Mais il faut une base artisanale. Il te faut une base de savoir-faire manuel. Il te faut savoir ciseler une échalote, ce que c'est qu'une matignon, une mirepoix, une brunoise, comment brider une volaille, comment désosser un poisson, comment lever un poisson. Ça, en fait, ça, t'en as besoin parce que si demain, si ça en plus tu le fais en conscience, tu vois, à chaque fois que tu travailles un produit, tu es conscient de le faire. Déjà, un, tu le respectes. Et deux, en plus, donc, tu enlèves aussi tous ces rapports avec les protéines qui sont un peu compliqués en ce moment. Et en plus de ça, je me dis, si tu réfléchis avec ce que toi tu as appris ou ce que toi t'influences, mais si tu sais faire un petit peu, tu vas arriver à modifier les choses. Et ça peut plaire ou pas plaire, c'est pas la question, mais il faut que ça te ressemble, quoi. Et surtout, ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est qu'on peut se dire que l'accès à ce savoir-là, il peut se faire tout seul. Il peut se faire sur YouTube tout seul à regarder des vidéos, il peut se faire dans des bouquins, il peut se faire de plein de manières qu'on ne pouvait pas avoir avant. Alors ça, c'est vraiment hyper important et génial, mais il ne faut surtout pas enlever la répétition du geste. Il ne faut pas enlever, au-delà de la répétition, l'assurance. Tu vois, parce que si demain, tu as fait 50 kilos de d'échalotes ciselées, le jour où tu les fais en fermant les yeux sans y réfléchir, ben en fait tu peux anticiper plein de choses et te dire tiens, plutôt que de me dire tiens, attends, il faut que je la cisèle comme ça parce que c'est important et tout ça, et parce que c'est important. Tu vois, la taille, le machin, ça a son importance. Mais se dire que apprendre de toutes les cuisines du monde maintenant, c'est accessible avec, comme tu dis, avec ton téléphone portable, mais il ne faut pas enlever cet artisanat-là. Il ne faut pas enlever la main. Il faut pas enlever. On a un métier d'artisan, on a un métier où la main est importante, où le geste est important. Et surtout, pour être le plus libre possible, il faut quand même être à la base très structuré et avoir justement ces fondements qui nous permettent derrière, après, de faire ce qu'on veut, après derrière, de s'amuser autant qu'on veut. Et c'est un peu ce que vous prenez dans votre restaurant parce qu'il n'y a pas vraiment de limite chez vous. Non, nous on fait que ce qu'on aime. Voilà. Et on le fait en groupe. Pour moi, c'est hyper important. Moi, ma fierté au Prince Noir, c'est qu'on ne va pas manger chez Viviane Durand. Ma fierté au Prince Noir, c'est qu'on va manger au Prince Noir. Et là, aujourd'hui, je suis ici. Le restaurant, on est fermé le week-end, mais le restaurant, jeudi, il était ouvert, vendredi, il était ouvert. Parce que quand on prend des décisions, on les prend tous ensemble. Quand on construit un plat, on les prend tous ensemble. Et ça a une raison très simple. C'est-à-dire que si demain, on est tous d'accord avec le plat qu'on veut faire, en salle et en cuisine, il n'y a plus de débat. Il n'y a pas, tu vois, Vincent qui se dit, mais moi, ce plat, je ne voulais pas le faire. Du coup, je n'ai pas envie de le vendre. Ou du coup, moi, je ne suis pas sûr de ce qu'on fait. Du coup, le ressenti client, il n'est pas pareil. Vous évoquiez la salle. On a eu tendance quand même un petit peu à cloisonner ces deux mondes-là en disant que la cuisine et la salle étaient vraiment deux écoles à part, deux mondes à part, alors qu'on se rend compte de plus en plus qu'il faut un peu avoir des deux maintenant pour être bon l'un comme dans l'autre. Et moi, alors ça c'est un vrai problème et je pense même l'inverse. En fait, moi je pense que le métier de salle est primordial dans un restaurant et la plupart du temps, demain tu vas manger dans un restaurant,
la cuisine, elle n'est pas ouf, mais tu es super bien servi, tu réessayes. Au moins, tu réessayes. Par contre, tu es hyper mal servi, le mec est con et la cuisine est cool, bah, tu n'y retournes jamais dans ton restaurant. Et moi, je pense que le métier de salle, c'est un métier très dur parce qu'au-delà, tu vois, c'est un métier qui est toujours sur le fil entre le service et la servitude, c'est hyper compliqué, donc il faut être hyper droit dans ses bottes, il faut avoir une analyse client énorme, il faut avoir une étape psychologique. Enfin, psychologiquement, c'est hyper compliqué. Et en plus, il faut sentir les gens. Tu vois, il faut avoir envie, il faut être toujours de bonne humeur, toujours avoir envie de faire plaisir. Mais nous, en cuisine, on peut tricher. Il y a des jours où tu n'es pas bien. Bon, mais on ne nous voit pas, on se fout dans un coin et c'est pas grave. En salle, tu n'as pas le droit. Quoi. En salle, tu n'as pas le droit. Tu as une représentation tous les midis, tous les soirs. Et je trouve que c'est une force de caractère énorme. Et je trouve que c'est un métier vraiment passionnant et vraiment très dur. Et moi, je ne sais pas le faire. Tu vois, moi, Vincent, il me demande de sortir. Nous, on amène les amuse-bouches, nous les cuisiniers, on amène les amuse-bouches au Prince Noir. Parce qu'il nous a dit qu'il fallait qu'on aille voir les gens. Mais c'est un vrai combat, quoi. Tu vois, c'est un combat du quotidien. Alors que Vincent, tu vois, la fluidité qu'il a à le faire, comment il communique à ses équipes et comment il arrive à capter les besoins et les envies du client. Je trouve que intellectuellement, c'est un gros travail, quoi. On parlait de bonne humeur en cuisine, c'est notamment dû à votre playlist. Il paraît que vous mettez absolument aucune limite. En cuisine, on envoie du gros son. Comme quoi, on peut être étoilé et aussi rock'n'roll en fait. Mais en fait, c'est toujours ça, c'est pareil. Tu sais, j'ai l'impression que c'est toujours des codes. Ouais. On te dit dans les cuisines, faut faire dans les gastros, c'est ça. Une étoile, c'est ça. 2 étoiles, c'est ça. Les bistrots, c'est ça. En fait, moi, je m'en fous un peu. Et puis en plus, la musique, c'est un support. Tu vois, si tu te fais chier à table avec quelqu'un avec qui tu n'as pas envie de manger, ben ça te sauve la vie parce qu'au moins tu écoutes des bons morceaux. Et si tu es en train de passer du temps avec des gens, même si tu entends les 2 premières notes d'un morceau, tu te dis putain, j'adore ce morceau, ben, tu ne fais pas vraiment attention parce qu'en fait tu es en train de passer un super moment avec tes potes. Donc moi je pense que c'est important que l'expérience soit totale, quoi. Elle est totale, et d'ailleurs elle est même totale ici au Lyon Street Food Festival. Vous êtes venu avec votre tablier, chef, ça veut dire que vous avez cuisiné avant. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous là? Alors, moi c'est assez particulier le Lyon Street Food Festival pour moi, parce qu'en fait on a créé un concept particulier il y a 4 ans pour une commande en fait. C'est une sorte de gros trou de gaufre qu'on garnit. Ouais. Et la première fois où on l'a essayé, c'était au Lyon Street Food Festival. Magnifique. Et je me souviens, les organisateurs, ils m'ont dit « Ouais, Vivien, tu sais, faut que tu sois en place et tout. Vraiment, tu vas voir, ça bosse beaucoup. » Moi, je partais de Bordeaux en me disant « Mais mec, je peux pas mettre une pluche de cerfeuil dans mon frigo. Mon camion, il est ras la gueule. C'est pas possible que je sois dans le jus, quoi. » On est arrivé le vendredi soir. Le vendredi soir à minuit, on avait tout vendu. Plus rien. Plus rien. Vide. Et on a fait un carton et du coup on a eu un super retour des Lyonnais. Moi je trouve que cette ville elle est hallucinante au niveau de la gastronomie parce qu'il y a une vraie curiosité, les gens ils sont prêts à essayer plein de trucs et que moi je retrouve pas à Bordeaux. Et du coup on est tombé un peu amoureux l'un de l'autre et ça fait 4 ans qu'on vient. Aujourd'hui on présente une nouvelle formule de Blandis. Donc on fait des lingots plus petits, plus destinés à l'apéro. On en sert 3 pour les 5 € là. Et à chaque fois qu'on vient, c'est un plaisir, un régal, parce que je disais aussi ce matin, on a la chance de... Tu vois, on est plein de chefs on connaît plein de chefs dans le coin, on ne se voit jamais parce qu'on n'a jamais le temps de se voir, et au final, ces événements-là, ça nous permet de nous voir, et ça c'est cool. Comme quoi, à Lyon, tout s'y passe, des belles rencontres et surtout des belles histoires d'amour entre vous et la ville. Merci beaucoup, chef. On se retrouve l'année prochaine. L'année prochaine, même heure, même date, à peu Pareil, près. on sera là. Parfait. Merci, chef. Merci et merci à tous. Salut.